Nous allons continuer ce chapitre sur la résistance au cisaillement des sols. Dans cette partie, nous allons voir les essais de résistance au cisaillement des sols au laboratoire. Alors, il s'agit essentiellement des essais en laboratoire qui nous permettent de mesurer les paramètres de résistance au cisaillement. Alors, parmi ces essais, le premier que nous allons voir, c'est l'essai de cisaillement direct. L'essai de cisaillement direct à la boîte de Casagrande. La boîte de Casagrande est composée de deux boîtiers superposés, un boîtier supérieur et un boîtier inférieur. L'échantillon de sol est placé à l'intérieur des deux boîtiers. Alors, sur ces deux boîtiers, nous avons la possibilité d'appliquer une contrainte normale, une force normale, ici par une charge verticale, par l'intermédiaire d'une charge verticale qu'on peut appliquer. Et on peut également mesurer le déplacement vertical. Mais sur le boîtier supérieur, on applique une force horizontale qui permet de générer une surface de cisaillement ici à l'interface entre les deux boîtiers. Pourquoi? Parce que le boîtier inférieur étant fixe, c'est le boîtier supérieur qui subit cette force horizontale. Donc, voilà la force verticale et voilà la force horizontale. Nous avons également la possibilité, durant les essais, de mesurer les déplacements horizontaux. Donc, tu peux mesurer les déplacements delta de L, comme tu peux mesurer les déplacements delta de H. Alors, à partir de là, on peut, connaissant la section de l'échantillon soumis à l'essai, on peut connaître donc les contraintes normales qui s'exercent. La contrainte normale qui s'exerce sur le plan de rupture qui est là, le plan de rupture imposé. On peut connaître également la contrainte tangentielle sur cette même surface de rupture. Donc, on connaît la contrainte normale sur le plan de rupture. On connaît également la contrainte tangentielle sur le plan de rupture. Alors, d'habitude, il faut trois éprouvettes. Il faut tester successivement donc 3 éprouvettes pour avoir la courbe intrinsèque. Donc, le premier essai, on maintient sigma 1 constant et on augmente la contrainte de cisaillement jusqu'à la rupture. On a un point sur le plan de Moore, on a un point d'abscisse sigma 1 et taux 1 à la rupture. Ensuite, on prend une autre éprouvette, on applique sigma 2 constante et on augmente tout jusqu'à la rupture. On a un deuxième point sur le plan de Moore. Et troisième essai, sigma 3 constant et on augmente tout jusqu'à la rupture. On a un troisième point sur le plan de Moore. D'habitude, 3 essais suffisent, 3 points suffisent pour tracer la courbe intrinsèque. Alors évidemment, sigma 3 est supérieur à sigma 2, supérieur à sigma 1. Donc, vous variez progressivement les valeurs de contrainte normale et vous mesurez tout à la rupture. Alors, avant d'exploiter les résultats, il faut peut-être revenir sur 2 notions extrêmement importantes, notamment ce qu'on appelle le comportement à court terme et le comportement à long terme, dans le cas des sols saturés. Alors, nous avons vu qu'il y a 2 grandes familles de sols. Ce qu'on appelle les sols grenus, ou les sols grossiers, ou bien les matériaux granulaires, qui sont caractérisés par une perméabilité élevée. Cela veut dire que dès que l'eau arrive dans ces sols, cette eau est drainée instantanément, immédiatement. Par contre, il y a la famille des sols fins saturés. Les sols fins saturés sont caractérisés par une perméabilité très faible. C'est-à-dire que l'eau met du temps pour être évacuée. C'est en ce moment qu'on peut maintenant définir 2 types de comportements. Un comportement à court terme et un comportement à long terme. Alors, d'abord, le comportement à court terme,
l'eau n'a pas encore eu le temps d'être évacuée. Donc, c'est le comportement du sol fin saturé, immédiatement chargé. En ce moment, nous sommes à court terme. L'eau n'a pas encore eu le temps de s'évacuer parce qu'on vient de dire que le coefficient de perméabilité étant très faible, évidemment, donc, le drainage de l'eau se fera dans le temps. Et puisque nous sommes à court terme, donc l'eau n'a pas encore eu le temps d'être évacuée. Cela veut dire que ici, toute déformation se fera à volume constant. Pourquoi? Parce que nous avons un sol fin saturé, c'est-à-dire qu'on suit uniquement de grains solides et d'eau. Les grains solides sont incompressibles, l'eau est incompressible, ou relativement incompressible. Ce qui fait que donc, ici, quand il y a des déformations, c'est des déformations à volume constant. Il ne peut pas avoir de variation de volume de l'échantillon. C'est ça qu'on appelle le comportement non drainé. C'est ça qu'on appelle le comportement non drainé. Et les contraintes que nous mesurons ici, c'est des contraintes totales. Des contraintes totales. Pourquoi? Parce que c'est un comportement non drainé. Le comportement du sol est ici à la fois le comportement des grains solides et de l'eau, puisque c'est un ensemble, l'eau n'a pas encore eu le temps d'être évacuée. Nous sommes en contrainte totale. Par contre, le comportement à long terme, ça se passe au bout d'un temps assez long. Au bout d'un temps assez long, donc l'eau a eu le temps, donc, progressivement d'être évacuée, d'être drainée, jusqu'à la fin de la consolidation primaire. Donc l'eau libre qui était là va être évacuée, va être drainée au fur et à mesure. Et à la fin de cette consolidation primaire, où l'eau libre qui était en surpression interstitielle initialement est drainée, où les surpressions interstitielles se sont dissipées, en ce moment, donc, le comportement des sols est régi uniquement par le comportement des grains solides. Donc, toutes les charges reposent essentiellement sur les grains solides. C'est dans ce temps-là que vous avez les déformations dues au départ de l'eau, dues à l'évacuation de l'eau et dues à l'augmentation progressive de la contrainte effective. Et en ce moment, toutes les charges reposent sur les grains solides. C'est pourquoi ici, on travaille en contrainte effective. C'est-à-dire que les contraintes que nous sommes en train de mesurer durant cet essai-là, c'est des contraintes effectives. Donc, voilà les notions importantes de comportement à court terme et de comportement à long terme, surtout pour les sols fins saturés. Mais quand il s'agit de sols grenus où la perméabilité est très élevée, en ce moment, l'eau est drainée instantanément. Voilà maintenant, ici, l'essai de cisaillement, donc l'appareil de cisaillement direct à la boîte de Casagrande. Vous pouvez voir ici les deux boîtiers. On sort ici les deux boîtiers, vous voyez ici, hein, le boîtier inférieur et le boîtier supérieur, et l'échantillon de sol sera placé à l'intérieur. Voilà tout un dispositif qui permet donc de préparer l'échantillon de sol à l'intérieur des deux boîtiers. L'échantillon de sol est entouré par deux pierres poreuses pour assurer l'évacuation de l'eau. Donc voilà, les deux boîtiers seront introduits. Ici, vous avez vu ici le dispositif de chargement vertical, cette potence-là qui permet d'appliquer une charge verticale sur les deux éprouvettes, sur les deux boîtiers. Et vous avez un comparateur de mesure de déplacement vertical. Regardez l'anneau dynamométrique, ça permet d'appliquer la force horizontale. Donc, on peut lire directement la force horizontale ici. Il y a aussi un comparateur qui permet de mesurer le déplacement horizontal. Alors, maintenant, les résultats. On peut avoir plusieurs types de résultats, notamment, par exemple, la courbe de contrainte de cisaillement en fonction du déplacement delta L pour plusieurs contraintes normales sigma I. Donc, pour chaque valeur de sigma appliquée, de sigma 1, sigma 2 ou sigma 3, on peut tracer une courbe contrainte de cisaillement. Et ici, variation, donc le déplacement horizontal pour sigma 1, pour sigma 2 et pour sigma 3. Donc, pour chaque courbe, on peut définir une contrainte une contrainte de cisaillement à la rupture correspondant à une déformation maximale. Donc, pour chaque courbe,
on peut définir ici une contrainte de cisaillement à la rupture. Alors, toujours dans l'exploitation des données, maintenant, je vais placer sur le plan de Moore les 3 points correspondant aux 3 essais correspondant au couple sigma 1, taux 1 à la rupture. Donc, premier essai, voilà les résultats. Le deuxième essai, voilà les résultats. Le troisième essai, voilà les résultats. Et là, maintenant, je peux tracer la courbe intrinsèque. Donc, l'ordre donné à l'origine, ici, définit la cohésion et la pente me permet de définir l'angle de frottement interne du sol. Voilà comment je vais exploiter les résultats. La finalité, c'est quoi? C'est d'avoir la cohésion du sol et l'angle de frottement interne du sol. Alors, le deuxième essai qui permet de mesurer la résistance au cisaillement, c'est l'essai triaxial. C'est l'essai triaxial qui va utiliser ce qu'on appelle l'appareil triaxial. L'appareil triaxial est constitué d'un plateau inférieur, voilà, le plateau de base, le plateau inférieur. Alors, sur ce plateau, on applique une pierre poreuse en céramique et on branche ici un canal de drainage. Parce qu'ici, durant cet essai, on va maîtriser le drainage. On peut faire soit un essai drainé, quand on ouvre ce robinet-là, et durant l'essai, l'eau est drainée, l'échantillon est drainé, comme on peut fermer pour faire un essai non drainé, c'est-à-dire que durant l'essai, l'eau ne peut pas sortir de l'échantillon. Donc, ça, c'est le circuit de drainage. Alors, maintenant, sur cette plaque céramique, on pose l'échantillon de sol. Voilà l'échantillon de sol qui est placé au-dessus. Alors, on pose un disque supérieur et après, on entoure tout d'une membrane imperméable, une membrane en caoutchouc imperméable, qu'on va bien attacher avec des bracelets. Il faut bien attacher parce qu'on ne veut pas que l'eau puisse pénétrer à l'intérieur de l'échantillon ou bien l'eau qui est à l'intérieur de l'échantillon puisse sortir de l'échantillon. Donc, on l'entoure d'une membrane en caoutchouc imperméable qu'on attache bien grâce à des bracelets. Et on pose maintenant la cellule triaxiale avec le plateau supérieur qui est là. On met une bille et on met le piston. Voilà, le piston, ça c'est le piston par l'intermédiaire duquel va s'exercer la contrainte verticale. La contrainte verticale. Alors, maintenant, regardez, il y a aussi, regardez en bas, un canal pour alimenter la cellule en eau. Parce qu'ici, on va exercer une contrainte isotrope, une contrainte de confinement par l'intermédiaire de l'eau. C'est l'eau qui va exercer la pression isotrope. Donc, ici, il y a un circuit qui permet donc, regardez, d'alimenter voilà, tout cela en eau sous pression. Donc, tout ça, c'est de l'eau. C'est cette eau-là qui va exercer la contrainte de confinement sigma 3 ou bien la contrainte isotrope qui va s'appliquer autour de l'échantillon. Donc, voilà l'application de sigma 3. Et ici, au-dessus, sur le piston, va s'exercer quoi? Va s'exercer la force verticale. Et ici, il y a des capteurs également de déplacement qui me permettent de mesurer la variation de hauteur, c'est-à-dire le déplacement vertical ou bien la déformation verticale. Alors, le canal de drainage, si je l'ouvre, donc je fais un essai drainé, donc je peux mesurer la variation de volume. Le volume d'eau qui est évacué, c'est la variation de volume de l'éprouvette de sol, de l'échantillon de sol. Par contre, quand je fais un essai non drainé où je ferme le canal de drainage, je peux installer un capteur qui me permet de mesurer la surpression interstitielle. Parce que quand l'échantillon est saturé et que je fais un essai non drainé, c'est-à-dire je ferme le canal de drainage, cela dit que ici, l'eau qui est là à l'intérieur de l'échantillon va subir ce qu'on appelle une surpression interstitielle, parce que toute la charge qui sera appliquée sera reprise par l'eau sous forme de surpression interstitielle. Donc, voilà une photo de l'appareil triaxial. Voilà une autre photo. Vous voyez ici la plaque inférieure. Et voilà le dispositif sur lequel on va poser
l'échantillon de sol. Hein, la plaque céramique et l'échantillon de sol. Vous voyez, les trous là, ça, c'est les canaux qui nous permettent donc de drainer l'échantillon. Donc là aussi, c'est ce trou-là qui permet d'alimenter l'intérieur de la cellule en eau. Hein. Voilà la cellule. Vous avez vu, il y a le piston qui est là pour exercer la force verticale. Donc voilà la cellule triaxiale. Et on pose l'échantillon, on assemble tout et après, on va prendre la cellule et on va poser ici au-dessus qu'on va bien attacher pour éviter les fuites et bien assembler le dispositif avant de passer au chargement. Donc, voilà l'appareil triaxial. Alors, donc le chargement durant un essai triaxial, on l'a dit tout à l'heure. Vous voyez l'échantillon qui est là dans la cellule triaxiale. Dans la cellule triaxiale, on va appliquer une contrainte isotrope, c'est-à-dire la contrainte sigma 3. Elle est isotrope parce qu'elle s'exerce partout, dans toutes les directions, autour de l'échantillon de sol. Donc, c'est ça la contrainte isotrope sigma 3. Par contre, au-dessus, on peut appliquer le déviateur de contrainte, c'est-à-dire, voilà, sigma 1 moins sigma 3, ça, c'est la contrainte verticale, c'est le déviateur des contraintes. Et c'est ça qui permet de définir sigma 1. Sigma 1, c'est-à-dire la contrainte principale majeure. Donc, ici, on travaille sur le déviateur des contraintes. Pourquoi? Parce que c'est le déviateur des contraintes qui entraîne le cisaillement. Parce que sigma 3 est une constante. Donc, durant l'essai, sigma 3 ne varie pas. Donc, qu'est-ce qui entraîne le cisaillement de l'éprouvette? C'est sigma 1 moins sigma 3. Donc, voilà, à partir de là, maintenant, on impose la vitesse de déplacement axial qui permet donc de cisailler l'éprouvette avec des vitesses qui peuvent être différentes en fonction du type d'essai, drainé ou non drainé. Alors, un mot sur la rupture dans les essais de cisaillement. Alors, on peut avoir deux types de ruptures, ce qu'on appelle les ruptures en tonneau, et les ruptures avec plan de cisaillement. Donc, voilà, ça, c'est une rupture avec plan de cisaillement. L'éprouvette, l'échantillon initial est là. Donc, durant un essai triaxial, vous voyez que l'échantillon, l'avantage de cet essai triaxial, c'est que ici, on laisse l'échantillon se rompre suivant un plan naturel. Ce n'est pas comme tout à l'heure avec l'appareil de Casagrande, la boîte de Casagrande, où il fallait imposer un plan de rupture. Donc, ici, ici, on laisse l'échantillon se rompre naturellement suivant un plan de rupture. Donc, on peut avoir un plan de rupture comme ça, comme on peut avoir une rupture sans plan de rupture visible. C'est ça qu'on appelle ici une rupture plastique ou bien une rupture en tonneau. Évidemment, tout dépend de l'état initial dans lequel se trouve l'éprouvette, se trouve l'échantillon de sol. Évidemment, si l'échantillon de sol est dans un état de densité suffisamment élevé, tu peux avoir une rupture avec plan de cisaillement. Par contre, si vraiment l'état de densité initiale est trop faible, un sol assez lâche, tu auras une rupture en tonneau. Et les courbes contraintes déformation ne sont même pas les mêmes. Avec ce plan de cisaillement, avec une rupture fragile, avec plan de cisaillement, tu peux avoir un pic. Par contre, pour une rupture en tonneau, donc là, tu n'auras peut-être pas de pic et c'est plus difficile en ce moment d'appréhender le moment précis de la rupture. Alors maintenant, on va voir les trois types d'essais triaxiaux qui existent. Le premier type d'essai triaxial, c'est l'essai UU. Donc, UU signifie unconsolidated and undrained. Ce qu'on appelle l'essai UU. Ou bien, en français, essai non consolidé et non drainé. Alors, c'est un essai rapide. Alors, les essais non drainés, c'est des essais rapides. Alors, en ce moment, vous voyez l'éprouvette qui est là. On a appliqué la contrainte de confinement, la contrainte isotrope qui est là. Mais puisque c'est un essai non drainé, regardez, le canal de drainage est fermé. Le circuit de drainage est fermé. L'orifice de drainage reste fermé. Et après, on applique le déviateur des contraintes. Sigma 1 moins sigma 3, on l'applique jusqu'à la rupture. Alors, durant l'essai, puisque c'est un essai non drainé, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un essai donc
c'est un comportement à court terme. En ce moment, l'eau ne peut pas partir. C'est-à-dire que les pressions que j'applique, la contrainte verticale que j'applique, le déviateur des contraintes que j'applique, va générer des surpressions interstitielles à l'intérieur de l'échantillon de sol. C'est-à-dire que durant l'essai, durant le chargement, la pression de l'eau, elle est positive, elle augmente progressivement pendant l'essai. En ce moment, maintenant, je peux, sur le plan taux sigma, tracer le cercle de mort des contraintes totales. Des contraintes totales. Donc, si je fais, par exemple, je trace ici 2 cercles de mort correspondant à 2 états de contraintes différents. Et en ce moment, donc, voilà, je peux tracer la tangente à ces cercles de mort-là. Et à partir de là, donc, j'en déduis l'angle de frottement interne, c'est-à-dire la pente de la droite de rupture. Mais ici, puisqu'il s'agit d'un essai non drainé, je mesure l'angle de frottement interne non drainé. Donc, les paramètres que je mesure ici, c'est des paramètres non drainés. Je peux aussi mesurer la cohésion non drainée. L'ordonnée à l'origine, ici, me donne la cohésion non drainée. Donc, voilà, sigma 1 et sigma 3, ça, c'est des contraintes totales. Donc, là, je travaille en contraintes totales. Les contraintes que je mesure, c'est des contraintes totales. Donc, je peux en déduire donc, les paramètres non drainés, c'est-à-dire la cohésion non drainée et l'angle de frottement interne non drainé. Alors, il y a un cas particulier de l'essai UU. Je suis toujours dans l'essai UU, c'est-à-dire unconsolidated et undrained. Alors, je vais sortir un cas particulier. C'est le cas de l'essai de compression simple. L'essai de compression simple, c'est un cas particulier d'un essai UU où sigma 3 est égal à 0. Alors, si je pose, regardez ici, le circuit d'alimentation en eau ici ouvert, c'est-à-dire que sigma 3 est égal à 0. C'est-à-dire que ici, quand je ferme également, et j'applique le déviateur des contraintes, sigma 1 qui est sigma 1 moins sigma 3. Mais puisque sigma 3 est égal à 0 ici, donc j'applique uniquement un sigma 1, une contrainte sigma 1. Alors, en ce moment, regardez la courbe intrinsèque, regardez le cercle de mort ici. Voilà, vous voyez que puisque sigma 3 est égal à 0, donc l'origine ici, voilà, et l'origine du repère correspond ici à la contrainte sigma 3. Et donc, vous avez ici sigma 1 jusqu'à la rupture. Donc, sigma 3 égale à 0 et sigma 1 égale sigma 1 à la rupture. C'est ça qu'on appelle la résistance à la compression simple. Donc, sigma 1 correspondra à la résistance à la compression simple. En ce moment, s'il s'agit, oui, des contraintes totales, ici, il s'agit des contraintes totales puisque je ferme le canal de drainage ici. En ce moment, je peux avoir la cohésion non drainée. Et ici, quand il s'agit de contraintes totales, l'angle de frottement interne est nul. L'angle de frottement interne est nul. Alors, si par contre je fais un essai, voilà, j'augmente progressivement ici les valeurs de contrainte sigma 1, j'augmente progressivement les valeurs de sigma 1, je peux en déduire également phi u, l'angle de frottement interne non drainé. Mais ça dépend du type d'éprouvette, de l'état dans lequel se trouve initialement donc l'éprouvette. Voilà. Donc voilà, les paramètres qu'on mesure durant un essai non drainé, c'est des paramètres non drainés. Donc sigma 1 à la rupture entraîne une cohésion non drainée. D'habitude, la valeur est surestimée. Cette valeur, la valeur qu'on mesure particulièrement ici est une valeur surestimée d'environ 15%, mais ça reste applicable, le résultat reste applicable dans la plupart des cas pratiques. Alors, le deuxième type d'essai triaxial que nous allons voir, c'est l'essai CD, c'est-à-dire Consolidated and Drained. Donc, c'est un essai consolidé et drainé. Alors, c'est un essai lent. Les essais drainés sont des essais lents parce que ici, il faut laisser un peu de temps à l'échantillon de drainer l'eau, de drainer l'eau et donc d'éviter les surpressions interstitielles. C'est pourquoi on applique lentement les contraintes afin d'éviter une
trop forte, une surpression interstitielle à l'intérieur de l'épouvette. Donc voilà l'échantillon, vous le voyez ici. Et avec la pression, donc le sol il est là saturé, l'application de sigma 3, l'application du déviateur des contraintes, hein, lentement pour que la pression soit nulle à l'intérieur de l'épouvette. Ensuite, vous ouvrez le canal de drainage. Hein, le canal de drainage est ouvert, l'échantillon est drainé, donc c'est un essai drainé. Et durant l'essai, donc, la pression interstitielle à l'intérieur de l'échantillon est égale à 0 pendant l'essai. Parce que, hein, voilà, l'échantillon, l'eau est drainée au fur et à mesure. Donc, c'est un essai lent, parce que le drainage se fera dans le temps. Et donc, il faut appliquer progressivement, lentement le déviateur des contraintes pour que la pression soit nulle à l'intérieur de l'épouvette. Si je prends ici le plan taux sigma, alors, en ce moment, je trace le cercle de mort. Donc, je peux tracer le cercle de mort des contraintes effectives. Donc, les contraintes que je mesure ici, c'est des contraintes effectives, puisque U égale à 0. Donc, la contrainte totale est égale à la contrainte effective. Voilà, donc les contraintes que je place ici, c'est des contraintes effectives. Voilà, sigma 1, sigma prime 1 à la rupture et sigma prime 3 à la rupture. Pour deux cercles, je peux tracer la tangente et donc avoir directement phi prime. Regardez, ici, j'ai phi prime. Phi prime, c'est l'angle de frottement interne effectif. Et C prime, c'est-à-dire la cohésion effective. Donc, voilà. Donc, ces deux contraintes, les contraintes mesurées ici durant cet essai sont des contraintes effectives. Ces contraintes effectives donnent les paramètres intrinsèques. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs les paramètres intrinsèques. Les paramètres non drainés, ce n'est pas des paramètres intrinsèques. C'est des paramètres qui dépendent du type de chargement, des pressions interstitielles, de beaucoup de choses. Hein, mais les paramètres intrinsèques sont indépendants, donc sont indépendants des dispositifs de chargement. C'est des paramètres qui dépendent uniquement donc, du sol, qui sont intrinsèques à la nature du sol. C'est la cohésion effective et l'angle de frottement interne effectif. Donc ça, c'est l'essai consolidé et drainé. Et donc, ici, la courbe intrinsèque d'un sol durant un essai drainé. Donc, ici, voilà, en contrainte effective, on travaille essentiellement en contrainte effective. Par contre, s'il s'agit d'un sable ou bien d'un sol normalement consolidé, vous allez voir que la cohésion est nulle. Donc, un sol normalement consolidé ou bien un sable, la cohésion est nulle et la courbe intrinsèque passe par l'origine. Par contre, s'il s'agit d'un sol surconsolidé en ce moment, voilà, la cohésion n'est pas nulle. La cohésion n'est pas nulle. Alors, troisième type d'essai triaxial, c'est l'essai CU, Consolidated and Undrained. Donc, Consolidated and Undrained. Donc, c'est un essai consolidé, mais non drainé. Les essais non drainés, on l'a dit tout à l'heure, c'est des essais rapides. Les essais non drainés, c'est des essais rapides. Parce qu'on n'a pas de contrainte, de souci à se faire par rapport à la surpression interstitielle. Alors, voilà, donc, le dispositif, le sol saturé, il est là. Application de sigma 3. On applique le déviateur des contraintes et ici, le canal de drainage est fermé. Donc, quand je ferme le canal de drainage, j'ai la possibilité maintenant de mesurer la surpression interstitielle. La surpression interstitielle. U. Donc, là, durant l'essai, donc, cela veut dire que voilà, la pression augmente pendant l'essai. La surpression augmente pendant l'essai. Pourquoi? Parce que la charge sera reprise au fur et à mesure par l'eau sous forme de surpression interstitielle. Donc, sur le plan de mort, donc je peux tracer le cercle de mort des contraintes totales, si je veux. Donc, voilà sigma 1 et sigma 3 à la rupture. Donc, en ce moment, je peux tracer, donc j'en trace un seul cercle, mais je peux en tracer 2 ou 3 pour mieux avoir, donc, pour avoir la courbe intrinsèque. Mais ça, c'est en contrainte totale. Donc, les paramètres que je mesure également, c'est des paramètres non drainés. Regardez, CU et phi U, c'est des paramètres non drainés. Mais puisque je peux mesurer ici la pression interstitielle, donc je peux appliquer la loi de Terzaghi également, parce que je connais les pressions interstitielles, donc je peux appliquer la loi de Terzaghi pour tracer le cercle de mort des contraintes effectives et donc en déduire les paramètres effectifs, l'angle de frottement effectif et la cohésion effective. Donc avec cette essai, j'ai la possibilité de déterminer les paramètres drainés et les paramètres non
non drainés. Donc, voilà, ça permet d'avoir les paramètres drainés et les paramètres non drainés. Alors, enfin, le bilan donc, de l'essai triaxial. Le bilan de l'essai triaxial, c'est que, voilà, vous avez, en fonction des conditions de drainage, on a 3 types d'essais. L'essai UU, Unconsolidated and Undrained, qui permet d'avoir CU et FIU. L'essai CD, Consolidated and Drained, qui permet d'avoir les C' et F'. L'essai CU, Consolidated and Undrained, qui permet d'avoir les conditions non drainées, CCU et FICU, mais également les conditions drainées, c'est-à-dire les paramètres drainés, ça permet d'avoir les paramètres non drainés, mais également les paramètres drainés. Voilà les 3 types d'essais triaxiaux qui existent, l'essai drainé, l'essai UU, l'essai CD et l'essai CU. Alors, maintenant, il faut savoir que il y a d'autres modes de représentation. Alors, jusque-là, nous avons adopté la représentation sur le plan de Moore, bien sur le plan de Moore-Coulomb. Nous avons jusque-là adopté la représentation type Moore-Coulomb. Mais sachez qu'il existe d'autres modes de représentation. Il n'y a pas que le plan de Moore-Coulomb. Il y a par exemple le plan de Cambridge. Le plan de Cambridge, c'est le plan QP. Q, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure le déviateur des contraintes, sigma 1 moins sigma 3. Et P, c'est la pression moyenne, c'est-à-dire sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 sur 3. Et puisque sigma 2 égale à sigma 3, en ce moment, on met sigma 1 plus 2 sigma 3 sur 3. Donc, en ce moment, ici, l'ordonnée à l'origine représente Q et la pente ici, c'est M. Donc, ici, mais il faut comprendre qu'il y a toujours cette relation qui relie le plan de Cambridge, par exemple, avec le plan de Moore-Coulomb. Les paramètres mesurés sur le plan de Cambridge avec les paramètres mesurés sur le plan de Moore-Coulomb. Par exemple, ici l'angle phi de ce plan de Moore-Coulomb est relié à la pente M, ici, du plan de Cambridge. Donc, sinus phi' égale 3 fois M sur 6 plus M. La cohésion également est reliée à Q. Donc, C' égale à 3 moins sinus phi' sur 6 cosinus phi' fois Q. Q est l'ordonnée à l'origine dans le plan de Cambridge. Ensuite, le plan de Lamb. Le plan de Lamb, c'est le plan TS. TS, c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2. S, c'est sigma 1 plus sigma 3 sur 2. Donc, ici, vous avez l'ordonnée à l'origine qui est T0 et ici, la pente, c'est θ. Là également, même chose, il y aura toujours une relation entre le plan de Lamb et le plan de Moore-Coulomb. Par exemple, sinus phi' est égal à tangente θ'. Et C' est égal à T0 sur cosinus phi'. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de représentations possibles en fonction des différents plans, en fonction des applications pratiques. Voilà, on va terminer ce chapitre sur la résistance au cisaillement par les essais de cisaillement in situ. Les essais de cisaillement in situ. La résistance au cisaillement peut être mesurée également in situ, c'est-à-dire en allant directement sur le terrain, solliciter les terrains directement in situ. Sans peut-être ne pas, sans prélever des échantillons et les amener au laboratoire, mais on va aller solliciter directement les terrains. Alors, parmi ces essais, il y en a plusieurs, mais peut-être on va sortir ce qu'on appelle l'essai au sisomètre, l'appareil sissométrique. Alors, l'appareil sissométrique est constitué essentiellement d'un moulinet, que vous voyez ici, un moulinet relié à des tiges de torsion, un tube de fonçage, et ici, il y a un système en surface. En tête donc, de cet appareil, il y a un système de mise en rotation. Donc, c'est un couple-mètre, dispositif de mesure qui permet donc de mesurer ici des moments de torsion. Donc, ici, le moulinet, qui est l'élément central, qui est là. Donc, le moulinet est constitué de pales. Vous voyez, c'est des pales. C'est 2 pales qui sont entrecroisées avec, à 90 degrés avec voilà, un élancement de 2. Avec ici, quand vous avez le diamètre ici de 70, ici la hauteur sera de voilà, 2 fois 70, c'est-à-dire 140. Donc, vous voyez les pales qui sont là. Donc, l'intersection entre les pales, ça qu'on appellera le noyau.
Et voilà, ce moulinet-là est enfoncé dans le sol. Alors, c'est un essai qui marche bien pour les sols fins. Et en ce moment, le principe consiste à tourner le moulinet avec le dispositif de mise en rotation de surface. On tourne un moulinet et on mesure le couple. On mesure le couple, le moment de torsion ici. Alors, donc ici, voilà, ça permet d'avoir la cohésion non drainée. Donc, voilà le rayon et voilà la hauteur. Donc, évidemment, il y a des caractéristiques géométriques qui sont propres au moulinet. Et à partir de là, la hauteur H, c'est 4 fois le rayon, ou bien la hauteur H, c'est 2 fois le diamètre. C'est pourquoi on dit que l'élancement est égal à 2. L'élancement est égal à 2. Et en ce moment, donc, on applique ce moment de torsion M et on l'applique jusqu'à la rupture. Donc, à la rupture, qu'est-ce qui permet de résister au cisaillement? Donc, vous avez autour du moulinet, ici, vous avez une surface de cisaillement qui résiste. Il y a un cisaillement sur cette surface-là qui permet donc de résister au moment de torsion qui est appliqué. C'est le cisaillement. C'est la cohésion ici. C'est la cohésion essentiellement parce que nous sommes dans un sol fin. Donc, c'est la cohésion qui permet de résister ici au cisaillement le long de cette surface-là. De telle sorte qu'au moment de la rupture, on connaît M, le moment de torsion, et on en déduit la cohésion non drainée. La cohésion non drainée du sol. En ce moment, on a la cohésion non drainée mesurée directement par le ciseaumètre. Ici, il ne s'agit que de mesurer le moment de torsion. Voilà. Après, tout le reste, c'est des constantes et vous avez directement la cohésion non drainée. Voilà, M, c'est le moment de torsion maximal, c'est-à-dire le moment de torsion au moment de la rupture. Donc, voilà une photo du ciseaumètre avec voilà, le dispositif de mise en rotation. Voilà un essai sur le chantier. Donc, le gars, il est en train d'appliquer le moment de torsion et de lire directement afin donc de mesurer au moment de la rupture la résistance au cisaillement, c'est-à-dire ici la cohésion non drainée. Voilà le ciseaumètre, on l'appelle aussi le ciseaumètre de chantier. Alors, le deuxième essai qui permet de mesurer la résistance au cisaillement in situ, c'est l'essai qui est extrêmement important, ce qu'on appelle l'essai pressiométrique. Grâce à un appareil qui s'appelle le pressiomètre Ménard. Le principe de cet essai, c'est la dilatation radiale dans un trou de forage préalablement foré d'une sonde. Voilà la sonde. Donc, le pressiomètre est conçu d'une sonde. Il y a plusieurs types de sondes, type E, type G, mais quel que soit alpha, la sonde est conçue d'une cellule centrale. Regardez, ici, il y a une cellule centrale encadrée par 2 cellules de garde. On les appelle des cellules de garde. Alors, dans les cellules de garde, on met du gaz sous pression constante. C'est-à-dire que durant l'essai, le volume des cellules de garde ne change pas. Les cellules de garde ne varient pas de volume. Le volume reste constant durant l'essai. Par contre, la cellule centrale est reliée à un dispositif qui permet de l'alimenter en eau sous pression. Et donc, puisque les 2 cellules de garde l'empêchent de se dilater verticalement, la sonde ne pourra se dilater que latéralement, radialement, et donc en se dilatant horizontalement, latéralement, radialement, va exercer des pressions, la pression sur le sol qui est à côté, puisqu'on fait un forage, et après on introduit la sonde à l'intérieur de ce trou de forage. Alors, c'est un essai que l'on fait d'habitude pour un point de sondage chaque 1 mètre. Donc, chaque 1 mètre de profondeur, ça dépend de la profondeur. C'est 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, ça dépend de la profondeur. En tout cas, chaque 1 mètre, d'habitude, on fait un essai pressiomètre. Donc, voilà la sonde. Ensuite, au niveau, en surface, vous avez ce qu'on appelle le dispositif de contrôle pression-volume. Un contrôleur pression-volume relié par un réseau de tubulures, de tubes qui est là, qui permettent donc de relier les deux dispositifs. Donc, voilà la sonde. Vous avez ici cette bonbonne d'azote qui permet donc d'alimenter les cellules de garde. Et vous avez un dispositif qui permet de mesurer la variation de volume de la sonde de la cellule centrale.
Donc, la sonde est là, la source de pression est là, et vous avez un dispositif de mesure de pression, un dispositif de mesure donc de volume. Voilà. Donc, c'est ça. C'est un principe très simple. Donc, on a dit tout à l'heure que chaque profondeur maintenant, vous appliquez, hein, vous augmentez la pression, hein, dans la cellule centrale. Dans la cellule centrale. Donc, vous augmentez le volume de la cellule centrale. La cellule centrale va se dilater de façon radiale. Et en se dilatant de façon radiale, va exercer une pression latérale sur les parois du forage. Hein, sur les parois du forage. Donc, c'est un essai de déformation radiale. C'est un essai de déformation radiale. Alors, en ce moment, donc en fonction de la pression que tu appliques, évidemment, en fonction de la résistance du terrain qui est à côté, qui est en train d'être chargé radialement, évidemment, il y aura des variations donc, de volume de la sonde. Il y aura des variations du volume de la sonde. De telle sorte qu'on peut tracer la courbe pressiométrique, c'est-à-dire la courbe qui donne l'évolution du volume de déformation en fonction de la pression appliquée. C'est ça qu'on appelle, voilà, la courbe pressiométrique. Voilà une courbe pressiométrique. Alors, si vous regardez cette courbe pressiométrique, il y a une première phase ici, une deuxième phase et une troisième phase. Donc, ici, si je prends par exemple la deuxième phase, vous avez ici une phase quasi élastique où la courbe, hein, contrainte, ou bien la courbe contrainte déformation, si on peut l'appeler comme ça, est pratiquement linéaire. Par contre, ici, ce n'est pas linéaire. Ouais, ici, ça correspond à la mise en place donc, de la sonde des premiers pas de chargement donc, latéral. Et après, le comportement ici, ça devient un comportement quasi élastique. Et après, on va aller vers la rupture. Hein. Vers la rupture, hein, caractérisée ici par exemple, à contrainte, à pression constante, des déformations qui augmentent. Ce qui fait qu'ici, dans cette phase quasi élastique, je peux définir ce qu'on appelle un module. Alors, ce module est extrêmement important. Voilà, j'ai delta de V. Si je prends delta de V, je divise par V0, c'est-à-dire le volume initial de la sonde, ça me permet d'avoir la variation volumique. Je peux aussi avoir également delta de P. Donc, ici, delta de V est là, delta de P est là. Donc, je peux calculer un module qu'on appelle le module pressiométrique. Ce module pressiométrique, M, c'est delta de P, la variation de contrainte, sur la variation de volume. Donc, delta de V sur V0, bien, sur V initial. Donc, c'est ça le module pressiométrique. Alors, là également, je peux regarder la limite ici, l'asymptote me permet de définir soit quoi, ce qu'on appelle la pression limite pressiométrique. C'est extrêmement important, hein, ces deux paramètres, pression limite pressiométrique et module pressiométrique. C'est des paramètres qu'on utilisera essentiellement pour dimensionner les fondations, que ce soit les fondations superficielles ou bien les fondations profondes, pour calculer la capacité portante des fondations, mais également pour calculer les tassements des fondations. Donc, l'essai pressiométrique est également un essai qui permet d'apprécier la résistance au cisaillement des terrains et qui permet, dans un cas, dans des applications plus pratiques, par exemple, de dimensionner des fondations. Donc, voilà l'essai pressiométrique. Voilà une photo de l'essai pressiométrique. Vous voyez la sonde qui est là. Et voilà le bonbonne de gaz, d'azote. Et voilà le dispositif, le contrôleur pression, volume. Et vous avez un réseau de tubes qui permet donc de relier l'ensemble du dispositif. Voilà, en ce qui concerne l'essai pressiométrique Ménard. Voilà, merci. C'est la fin de cette partie. Je vous remercie de votre aimable attention.